Chapitre 8. La vie suivait son cours, mais Robinson éprouvait de plus en plus le besoin de mieux organiser son emploi du temps. Il avait toujours peur de retomber dans la souille et peut-être de devenir comme une bête. C'est très difficile de rester un homme quand personne n'est là pour vous y aider. Contre cette mauvaise pente, il ne connaissait comme remède que le travail, la discipline et l'exploitation de toutes les ressources de l'île. Lorsque son calendrier eut 1000 jours inscrits, il décida de donner des lois à l'île de Speranza. Il revêtit un costume de cérémonie, il se plaça devant un pupitre qu'il avait imaginé et fabriqué pour pouvoir écrire debout, puis, ouvrant l'un des plus beaux livres lavés qu'il avait trouvé dans la Virginie, il écrivit « Charte de l'île de Speranza, commencé le 1000e jour du calendrier local. Article 1er. Robinson Crusoé, né à York le 19 décembre 1737, est nommé gouverneur de l'île de Speranza, située dans l'océan Pacifique, entre les îles Juan Fernandez et la côte orientale du Chili. En cette qualité, il a tout pouvoir pour légiférer sur l'ensemble du territoire insulaire et de ses eaux territoriales. Article 2. Les habitants de l'île sont tenus de penser à haute voix. En effet, parce qu'il n'avait personne à qui parler, Robinson craignait de perdre l'usage de la parole. Déjà, il éprouvait, quand il voulait parler, un embarras de la langue, comme s'il avait bu un peu trop de vin. Désormais, il avait l'obligation de parler sans arrêt aux arbres, aux pierres, aux nuages, mais bien entendu aussi aux chèvres et à Athènes. Article 3. Le vendredi est jeûné. Article 4. Le dimanche est chômé. À 19h, le samedi, tout travail doit cesser dans l'île, et les habitants doivent revêtir leurs meilleurs vêtements pour le dîner. Le dimanche matin, à 10h, ils se réuniront dans le temple pour la prière. Dans ces lois, Robinson ne pouvait pas s'empêcher de faire comme si l'île avait de nombreux habitants. En effet, il lui paraissait absurde de faire des lois pour un homme seul. Et puis, il se disait que peut-être, un jour, le hasard lui amènerait un ou plusieurs compagnons. Article 5. Seul le gouverneur est autorisé à fumer la pipe, mais seulement une fois par semaine, le dimanche après-midi, après le déjeuner. Il avait découvert depuis peu l'usage de l'agrément de la pipe de porcelaine du capitaine Van Dessel. Malheureusement, la provision de tabac du barillet ne durerait qu'un temps, et il s'efforçait de la prolonger autant que possible. Il s'accorda quelques instants de réflexion avant de déterminer les peines qui frapperaient ceux qui n'observeraient pas ces lois. Il fit quelques pas en direction de la porte qu'il ouvrit toute grande. Comme la nature était belle. Le feuillage des arbres faisait comme une mer verte, que le vent agitait et qui se mêlait au loin avec la ligne bleue de l'océan. Plus loin encore, il n'y avait que le ciel absolument bleu et sans nuages. Mais non, pas absolument bleu. Robinson sursauta en voyant du côté de la grande plage s'élever un nuage de fumée blanche. Pourtant, il était bien sûr de n'avoir laissé aucun feu allumé de ce côté-là. Aurait-il des visiteurs? Il alla décrocher du mur un fusil, une poire à poudre, une bourse de balles et la longue-vue. Puis il siffla Taine et s'enfonça dans l'épaisseur du taillis en évitant la voie directe qui menait de la grotte au rivage. 3 longues pirogues à flotteurs et balanciers étaient tirées sur le sable sec. Une quarantaine d'hommes faisaient cercle debout autour d'un feu d'où montait un torrent de fumée lourde, épaisse et blanche. Robinson reconnut à la longue-vue des Araucans du type Costinos, redoutables Indiens de la côte du Chili. Ce peuple avait tenu en échec les envahisseurs incas, puis il avait infligé de sanglantes défaites aux conquistadors espagnols. Petits, trapus, ils étaient vêtus d'un grossier tablier de cuir. Leurs visages larges aux yeux extraordinairement écartés étaient rendus plus bizarres encore par l'habitude qu'ils avaient de s'épiler complètement les sourcils. Ils avaient tous une chevelure noire, très longue, qu'ils secouaient fièrement à toutes occasions. Robinson les connaissait par les fréquents voyages qu'il avait faits à Temuco, leur capitale. Il savait que si un nouveau conflit avec les Espagnols avait éclaté, aucun homme blanc ne trouverait grâce à leurs yeux. Avait-il effectué sur leur pirogue l'énorme traversée des côtes du Chili à Speranza? Ce
Ce n'était pas impossible à en juger par leur réputation de marins émérites. Mais il était plus probable qu'ils avaient colonisé l'une ou l'autre des îles Juan Fernandez, et Robinson pensa aussitôt qu'il avait eu de la chance de ne pas avoir été jeté entre leurs mains, car il aurait été à coup sûr réduit en esclavage ou peut-être même massacré. Grâce à des récits qu'il avait entendus en Araucanie, il devinait le sens de la cérémonie qui se déroulait actuellement sur le rivage. Une vieille femme, maigre et échevelée, allait et venait en chancelant au milieu du cercle formé par les hommes. Elle s'approchait du feu, y jetait une poignée de poudre et respirait avidement la lourde fumée blanche qui s'élevait aussitôt. Puis elle se tournait vers les Indiens immobiles et elle paraissait les passer en revue, pas à pas, s'arrêtant devant celui-ci, puis devant celui-là. Ensuite, elle revenait près du foyer et le manège recommençait. Il s'agissait d'une sorcière qu'on avait chargée de trouver parmi les Indiens lequel était responsable d'un malheur quelconque qui avait frappé la tribu. Maladie, mort, inexplicable, ou simplement incendie, orage, mauvaise récolte. Et tout à coup, elle choisit en effet sa victime. Son long bras maigre se tendit vers l'un des hommes, tandis que sa bouche grande ouverte proférait des malédictions que Robinson n'entendait pas. L'Indien, désigné par la sorcière, se jeta à plat ventre sur le sol, secoué de grands frissons de terreur. L'un des Indiens marcha vers lui. Il leva sa machette, un grand couteau qui lui sert d'arme et d'outil à la fois, et fit d'abord voler le tablier du misérable. Puis il l'abattit sur lui à coups réguliers, détachant sa tête, puis ses bras et ses jambes. Enfin, les 6 morceaux de la victime furent portés dans le feu, dont la fumée aussitôt devint noire. Les Indiens avaient rompu le cercle et se dirigeaient vers les embarcations. 6 d'entre eux en sortirent des outres et se dirigèrent vers la forêt. Robinson s'enfonça rapidement sous les arbres, sans perdre de vue les hommes qui envahissaient son domaine. S'il venait à découvrir des traces de sa vie dans l'île, il pourrait se lancer à sa poursuite et il leur échapperait difficilement. Mais heureusement, le premier point d'eau se trouvait à la rizière de la forêt, et les Indiens n'eurent pas à s'enfoncer bien avant dans l'île. Ils remplirent les outres qu'ils portaient à 2, suspendues à une perche, et ils se dirigèrent vers les pirogues où leurs compagnons avaient pris place. La sorcière était accroupie sur une sorte de siège d'apparat placé à l'arrière d'un des 2 bateaux. Lorsque les pirogues eurent disparu derrière les falaises, Robinson s'approcha du bûcher. On y distinguait encore les restes de l'homme si cruellement sacrifié, parce qu'il avait été déclaré responsable de quelque calamité. Et ce fut plein de peur, de dégoût et de tristesse que Robinson regagna sa maison de gouverneur, où il se remit à la rédaction des lois de Speranza. Article 6. L'île de Speranza est déclarée place fortifiée. Elle est placée sous le commandement du gouverneur qui prend le grade de général. Le couvre-feu est obligatoire 1 heure après le coucher du soleil. Durant les mois qui suivirent, Robinson éleva autour de sa maison et de l'entrée de la grotte une enceinte à créneaux dont l'accès était lui-même défendu par un fossé de 2 mètres de large et de 3 mètres de profondeur. Les 2 fusils et le pistolet étaient posés, chargés sur le bord des 3 créneaux du centre. En cas d'attaque, Robinson pourrait faire croire aux assaillants qu'il n'était pas le seul défenseur de la forteresse. Le sabre d'abordage et la hache étaient également à portée de la main, mais il était peu probable qu'un corps à corps se produisît, car il sema de pièges l'approche du fossé. Ce fut d'abord une série d'entonnoirs disposés en quinconce, au fond desquels était planté un pieu aiguisé au feu et que recouvraient des touffes d'herbe posées sur une mince claie de jonc. Ensuite, il enfouit dans le sol à l'orée de la forêt, là où logiquement d'éventuels assaillants se rassembleraient avant d'attaquer, 2 tonneaux de poudre qu'un cordon d'étoupe permettait de faire exploser à distance. Enfin, il fit en sorte que la passerelle qui permettait de franchir le fossé fût mobile et qu'on pût la manœuvrer de l'intérieur de la forteresse. Chaque soir, avant de sonner le couvre-feu avec sa trompe, il faisait une ronde, accompagné de Taine qui paraissait avoir compris le danger qui menaçait Speranza et ses habitants. Puis,
On procédait à la fermeture de la forteresse. Des blocs de pierre étaient roulés à des emplacements calculés afin que d'éventuels assaillants fussent obligés de se diriger vers les entonnoirs. La passerelle pont-levis était retirée. On barricadait toutes les issues et le couvre-feu était sonné. Alors Robinson préparait le dîner, mettait le couvert dans sa belle maison et se retirait dans la grotte. Il en ressortait quelques minutes plus tard, lavé, parfumé, peigné, la barbe taillée, vêtu de son habit de général. Enfin, à la lueur d'un candélabre, hérissé de baguettes enduites de résine, il dînait lentement sous le regard passionné et attentif de Taine.